La plus grosse poutine du monde, par André Poulain. Pourquoi est-elle partie? De quelle couleur sont ses yeux? Qui met les enveloppes dans la boîte aux lettres? Un clic de souris peut-il changer une vie? Des centaines de questions, zéro réponse. Établir le record Guinness de la plus grosse poutine du monde. Voilà le défi que se lance Thomas, l'été de ses 14 ans. Il s'engage dans cet ambitieux projet pour combler le vide laissé par la disparition de sa mère. Il cherche aussi à faire réagir son père, un homme solitaire, barricadé dans sa tristesse. Thomas est loin de se douter que la montagne de frites, de sauce et de fromage qu'il prépare servira de révélateur à tant de secrets et de souvenirs enfouis. Lecture de pages 7 à 21. Vaincre le vertige. Ne pas regarder en bas. Ne pas penser à ses mains moites qui glissent sur les barreaux de l'échelle. Bouger un pied à la fois seulement. Essayer de ne pas trembler. Ne pas écouter mon cœur qui se prend pour une balle de tennis en folie. Surtout, ne pas regarder en bas. Quand on a les deux pieds au sol, le château d'eau semble haut. Quand on a les deux pieds sur les barreaux de l'échelle qui monte au sommet, on sait que ce réservoir d'eau est vraiment haut. À 40 mètres dans les airs, je me sens petit, peureux, piteux. Si je tombe de si haut, est-ce que j'aurai le crâne fracassé? Ça ressemble à quoi? Un cerveau écrasé sur le ciment. D'en bas, Samuel crie « Hey Thomas, tu es lent, une vraie tortue! » Aujourd'hui, j'ai 14 ans. Pour avoir un peu d'action le jour de ma fête, et parce qu'on trouve déjà l'été long, Sam et moi, on a décidé de grimper en haut de château d'eau. On va se prendre en photo tout là-haut pour afficher ça sur nos pages Facebook. Ça va impressionner notre équipe de soccer. Après 10 minutes de montée, me voilà au sommet de la tour. Mes muscles se décrispent un peu. La peur me serre encore la poitrine, mais une bouffée de fierté me gonfle les poumons. J'ai vaincu le vertige. J'ai grimpé jusqu'en haut. Je jette un rapide coup d'œil en bas. Samuel, à peine plus grand qu'un nain, prend des photos. Je lui fais un petit salut de la main. J'ai l'impression d'être le maître du monde. 5 chandelles vert sapin. Au fond de mon placard, j'ai caché une vieille boîte à souliers sous une pile de vêtements trop petits pour moi. Dans cette boîte, il y a 5 chandelles vert sapin. Avec les années, elles ont perdu un peu de leur éclat. 2 de ces 5 chandelles portent des traces de sauce brune séchée. De temps en temps, j'ouvre la boîte et je me dis « Ses doigts ont touché ces chandelles. » C'est stupide, je le sais, mais ça me donne l'impression de me rapprocher d'elles. Si notre maison prenait feu, les 5 chandelles vert sapin sont les premières choses que je sauverais. Une fois dans la vie, je sais que ma mère n'est pas morte. Chaque année, le jour de mon anniversaire, elle m'envoie une lettre. Enfin, pas vraiment une lettre, une enveloppe, avec quelques billets de 10 $, sales et fripés, et toujours les mêmes mots griffonnés sur un bout de papier. Bonne fête, Thomas, ta mère. Chaque année, depuis 9 ans, je rêve de recevoir une vraie lettre avec de nouvelles de ma mère, savoir où elle vit, ce qu'elle fait. Je serais même très content de pouvoir lire une phrase banale dans le genre « J'espère que tu vas bien, je pense à toi de temps en temps. » Chaque fois, j'espère. Chaque fois, je suis déçue. Aujourd'hui peut-être,
Sait-on jamais? Les choses pourraient changer. C'est mon année chanceuse, celle qui n'arrive qu'une fois dans une vie. L'année où on a le même âge que sa date de naissance. Aujourd'hui, 14 juillet, j'ai 14 ans. Peut-être que maman va s'en rendre compte. Peut-être même qu'elle va m'appeler. Une lueur d'espoir s'allume dans mon esprit. Une petite lueur, fragile, tremblotante. J'essaie de ne pas trop y faire attention. Je connais bien la déception et elle n'a pas bon goût. Paralysée par la peur. Ça m'a pris autant de temps pour descendre du château d'eau que pour y monter. Quand je pose enfin les pieds sur la terre ferme, je suis étourdie qu'après un tour dans la catapulte à la ronde. Samuel s'avance, main levée, et me frappe la paume. Mon arrière-grand-mère de 95 ans aurait grimpé plus vite que toi, dit-il. On va voir si tu peux faire mieux. Samuel me remet l'appareil photo et s'élance dans l'échelle. Au début, il grimpe lentement, mais sans hésiter. Rendu au milieu, il s'arrête. Je crie « Hey, c'est qui la tortue maintenant? » Pas de réponse. J'attends. Samuel passe ses bras entre les barreaux de l'échelle. Je crie « Hey Bernier, qu'est-ce que tu fais? » Toujours pas de réponse. Samuel penche la tête et vomit dans le vide les 3 rôtis de son déjeuner. Brrk. Une fois de plus, je crie « Descends, Sam! Descends! » Il ne bouge pas. J'attends 2 minutes. Je n'ai pas le choix. Je vais devoir remonter. Lorsque je le rejoins au milieu de l'échelle, je lui parle calmement. « Sam, je suis derrière toi. Descends. » Mon ami tremble tellement que j'ai peur qu'il tombe. Je pose la main sur mon pied. Il hurle comme un chiot terrifié. « Ah! Ne me touche pas! Ne me touche pas! » Combien de temps ça dure? Je ne sais pas. Je lui répète 100 fois de descendre. Il ne veut pas que je le touche. Il ne veut pas, ne peut pas bouger. Il est complètement paralysé par la peur. Je ne réussirai jamais à le convaincre. Je redescends. Je sors mon cellulaire et j'appelle la mère de Sam. Heureusement, il est tôt et elle n'est pas encore partie au boulot. Malgré mon baragouinage paniqué, Léa Bernier reste calme. J'arrive. Le vide brutal qui fait mal. Samuel a peur du vide sous lui. Je comprends ça. Moi aussi, je déteste le vide. Bien que des gens pensent que le vide, c'est juste un trou ou une absence. Faux. Pour moi, le vide, c'est une brûlure, un manque tellement douloureux qu'il me tord les boyaux. Ce vide brutal qui fait mal, je le traîne depuis des années. La plupart du temps, je réussis à l'étouffer, mais certains jours, il me revient hanté. La prise de l'ours. La mère de Samuel arrive dans l'allée qui mène au château d'eau en faisant crisser ses pneus et voler le gravier. Elle sort de sa voiture en courant et se précipite vers l'échelle. Parvenue à la hauteur de Sam, Léa pose la main sur la cheville de son fils. Il reste là-haut, perché sur l'échelle, à mi-chemin entre ciel et terre, pendant plusieurs minutes. Plusieurs longues minutes. Je n'entends pas ce que Léa dit à Sam. Elle doit avoir trouvé les mots pour le rassurer car ils se mettent enfin à descendre à vitesse d'escargot. Lorsqu'il touche le sol, Samuel tremble de partout. Sa mère le serre dans ses bras. Une vraie prise de l'ours. Si mon ami n'est pas mort de peur dans son échelle, il risque maintenant de mourir étouffé. Le visage inondé de larmes, Léa répète sans cesse les mots. « Mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé. »
J'hésite entre le soulagement et la rage. Soulagement de voir Samuel sain et sauf sur le plancher de vache. Rage de n'avoir personne dans ma vie pour me faire la prise de l'ours. Le vide brutal qui fait mal revient me tordre les boyaux. Les arbres, aiment-ils le gâteau au chocolat? Après toute l'action et les émotions survenues au château d'eau, la maison me paraît tristement silencieuse. D'habitude, le désordre et la poussière ne me dérangent pas, mais aujourd'hui, tout ça me déprime. Je passe l'avant-midi à tourner autour du téléphone. Il ne sonne pas. Le facteur laisse 2 factures dans la boîte aux lettres. Rien pour moi. Ça ne m'étonne pas. L'enveloppe que ma mère envoie pour mon anniversaire arrive dans la boîte aux lettres, mais n'est jamais livrée par le facteur. Pas de thème ni de tampon de la poste sur l'enveloppe. En après-midi, mon père rentre de la boulangerie avec un gâteau triple chocolat. D'habitude, dès son retour du boulot, il se précipite dans son atelier pour travailler sur son voilier. Mon père consacre tout son temps libre à ce vieux bateau qu'il retape depuis des années. Aujourd'hui, par contre, il me suggère une partie de hockey sur table. Ça m'énerve quand il fait semblant de jouer son rôle de père, surtout qu'il est mauvais acteur. Mais comme je n'ai pas envie de me chicaner aujourd'hui, j'accepte sa proposition. On joue sérieusement, sans parler ou rigoler. Mon père rit rarement. Après 3 parties plates, j'annonce que j'en ai assez. Mon père n'hésite pas. Le téléphone ne sonne toujours pas. J'essaie de ne pas penser au ton de la mère de Samuel quand elle lui répétait « Oh, mon bébé, mon bébé ». Il y avait tellement d'émotions dans la voix de Léa que ça me fait mal de m'en souvenir. J'envoie un texto à mon ami pour savoir s'il va mieux. Thomas. « Ça va? Te sens mieux? » Samuel. « Me sens gnochon, comprends pas ma panique. » Thomas. « Prochaine fois, déjeune pas avant. » Samuel. « Haha. » Thomas. « Envoie ma photo. » Samuel. « OK. » Thomas. « On skate tantôt? » Samuel. « Peux pas. Puni. » Thomas. « Samuel. « Ton père? Réaction? » Thomas. « Il sait rien. » Samuel. « Chanceux. » Pas si chanceux que ça. Qui voudrait d'un père aussi présent qu'un coup de vent, aussi bavard qu'une borne de fontaine, aussi amusant qu'un cours de grammaire? Si mon père apprenait que j'ai grimpé en haut du château d'eau, il ne se donnerait même pas la peine de m'engueuler. Pour sermonner quelqu'un, il faut d'abord s'intéresser à lui. Pizza congelée pour souper. Mon père ziote son magazine de voile qui traîne sur le coin de la table. Il résiste à l'envie de lire en mangeant, seulement parce que c'est ma fête. La pizza goûte le carton au pepperoni. Mon père pose le gâteau triple chocolat sur la table. On n'a pas de chandelle. Ça me change rien. Mon père ne chante jamais. Je mange 2 énormes morceaux de gâteau. Ça me donne mal au cœur. Bien que j'ai trop mangé, je garde cette impression de vide dans le ventre. Mon père m'offre un chèque en cadeau. Comme d'habitude, avec un chèque, pas besoin de se creuser les méninges pour trouver ce qui me ferait plaisir. D'une voix hésitante, mon père me propose « Veux-tu aller voir un film à Granby? » Il a autant d'aller au cinéma que d'avoir une moufette dans son lit. La dernière fois qu'on est allé voir un film ensemble, il s'est endormi. Ah, j'ai prévu faire du skate avec les gars. Soulagé, mon père retourne s'enfermer dans son atelier. Je tourne en rond toute la soirée. Le téléphone reste toujours aussi silencieux. J'aurais envie de le lancer contre le mur. À minuit, mon père sort de son atelier, épaules courbées et pas traînants. On dirait un ours sortant de sa tanière. Il monte se coucher en oubliant de me souhaiter bonne nuit. Je vérifie la boîte aux lettres une dernière fois. Vide. OK. Je l'avoue,
Cette histoire d'année chanceuse, c'est stupide. Avoir 14 ans le 14 juillet, ça n'apporte pas de chance. Il donne un gros cerveau. J'ai envie de casser de la vaisselle. Je sors dans le jardin et je lance les restes du gâteau contre un tronc d'arbre. Ça me calme pas ma colère. Je ne sais pas comment me débarrasser de la morsure du vide brutal qui fait mal. À 2 heures du matin, j'accepte l'inacceptable. Ma mère ne m'appellera pas non plus cette année. On dirait même qu'elle a oublié d'envoyer son enveloppe habituelle avec son minable message. Bye bye, lueur d'espoir. Je lève les yeux vers les millions d'étoiles qui clignotent dans le ciel. Je voudrais aller les rejoindre. Dans l'espace, on peut hurler. Personne ne nous entend.